Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier Face à Fab sur mon nouveau projet BAF Media. N'hésitez pas à vous y abonner via les liens qui sont publiés en dessous de cette vidéo. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle interview et toute première interview du coup, avec une personnalité que j'apprécie énormément, sachant qu'il est passionné de foot comme moi, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir l'accueillir pour cette toute première interview. Il s'agit de Pierre Ménez. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Fabien, écoute, ça va mieux depuis ma dernière opération le 1er mai. Voilà, je suis encore en convalescence, mais ça va. Alors Pierre, on va commencer cette interview avec le rituel du face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. C'est vraiment des questions toutes simples et tu me réponds par des réponses tout aussi simples. Et ensuite, on continuera l'interview en parlant un peu de ton enfance, de ta carrière de journaliste et dans les médias en général, de la maladie qui t'a touché aussi il y a quelques années. Et ensuite, on parlera vite fait de l'équipe de France et de l'Euro 2024 pour terminer. Alors pour commencer cette entrevue de l'invité, Pierre, je voulais te demander dans un premier temps ton nom et ton prénom. C'est très simple. Ménès, Pierre, Ta date de naissance et ton lieu de naissance. 29 juin 1963, Paris 8e. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Ma plus grande qualité, gentil. Mon plus gros défaut, mais bon, j'ai tellement changé ces dernières années. Avant, je t'aurais dit nerveux et la dent dure. C'est plus très vrai aujourd'hui. Mon plus gros défaut aujourd'hui, je te dirais fragile. Ton premier boulot. Prof de tennis au Club Med. Ton plat préféré. Tout ce que me cuisine ma femme, mais je peux te dire que c'est vaste. Tant que c'est madame qui cuisine, c'est nickel, quoi. Bah, ma femme a travaillé dans un restaurant cet Ah, d'accord. été et Ok. elle est vraiment une extraordinaire cuisinière. Ouais. La chose que tu aimes le plus au monde. Ma femme, Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. écoute, je suis bien installé, je suis dans mon canapé, je suis exactement dans la configuration de ma chaîne sur YouTube, dans le même canapé. Ouais, voilà. Je suis tranquille depuis que je vis à La Baule. Là, j'ai quitté la région parisienne il y a 13 mois maintenant. Et c'est la meilleure décision de ma vie. Alors, Pierre, pour commencer cet entretien, peux-tu nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu dans quel milieu pardon, familial tu as grandi durant ton enfance? Mon père était assureur, ma mère était agrégée d'anglais et prof d'anglais. On a habité jusqu'à mes 10 ans à Paris dans le 9e arrondissement. À l'âge de 10 ans, mon père a racheté le cabinet d'assurance en Seine-et-Marne dans lequel il travaillait. Donc on est parti vivre en Seine-et-Marne. J'ai rencontré ma première femme en Seine-et-Marne. Je me suis marié en Seine-et-Marne. J'ai habité de longues années dans la même rue que la maison de mes parents parce que c'était une maison qu'on avait achetée en liquidation judiciaire. Et puis voilà, et puis divorce, petit appartement à Saint-Cloud. Je rencontre ma future femme. On achète une maison dans les Yvelines qu'on a donc acheté en 2017 et qu'on a vendue en 2023 euh, pour s'installer à La Baule. Donc là, actuellement, je suis dans la maison de ma mère qui est décédée en mars 2023 et on a acheté une maison à 14 km de là qui est en travaux. Et niveau scolaire, quand tu étais enfant, tu étais quel genre d'élève? Doué dans les matières littéraires, absolument nul dans le reste. Faut dire en plus que je faisais pas beaucoup d'efforts. Et élève turbulent, mais turbulent sympathique. On va dire que je mettais plus de l'ambiance que la merde. Oui, et puis c'était jamais dans l'irrespect, quoi. Toujours respectueux, mais... Non, jamais, non, non, jamais. Alors, enfant, j'ai appris en préparant l'interview que quand tu étais enfant, tu pratiquais de l'escrime jusqu'à l'âge de Ouais, 15 ans. Et après, tu as eu ouais, un accident où il y a une voiture qui t'a renversé, si je me trompe pas, c'est ça. Quadruple fracture du poignet, donc fin de l'escrime. forcément. Et c'était un sport qui te passionnait à l'époque? Pas du tout. Pas du tout. C'était un sport dans lequel j'étais très fort,
que j'ai toutes les compètes d'escrime que j'ai faites, je les ai gagnées. Alors c'était à une époque où j'étais gaucher et être gaucher en escrime, c'est un avantage énorme quand tu tires contre un droitier. Et à l'époque, il y avait très peu de gauchers, puisque moi j'appartiens à une génération où il y a énormément de gauchers contrariés. Moi, je sais que si j'écris de la main droite, c'est parce que ma grand-mère m'a obligé. Ah Euh, ouais, d'accord. voilà. Et après ça, j'avais besoin d'un sport qui continue à développer mon côté gauche. Et je me suis mis au tennis. Et j'ai eu des résultats au tennis bien, enfin infiniment moins puissants que ce que j'avais en escrime, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir à pratiquer le tennis que l'escrime. D'accord. En fait, tu te trouvais moins bon au tennis, mais tu étais quand même beaucoup plus passionné par le tennis que par Mais l'escrime. pas moins bon, j'étais moins bon. T'étais... Ah, j'ai quand même été 15-4. J'ai quand même été Oui, quand 15-4. même. Mais en escrime, je pense que si j'avais pas eu cette blessure, j'aurais pu peut-être prétendre à être en équipe de France ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Et le football, comment t'es venu cette passion pour le ballon rond? Saint-Étienne, Glasgow 76, hein, c'est totalement le truc de ma génération. J'avais eu un premier appel d'air avec la Coupe du Monde 74, avec la Hollande, Cruyff, tout ça. Et puis 2 ans plus tard, il y a donc l'épopée des Verts, Kiev, il y a Eindhoven et le Bayern en finale. Voilà, c'est mon éveil au foot, ouais. Et après 77, il y a mon premier match au Parc des Princes. Ok, en PSG, 77, c'était vraiment le tout premier match que tu as vu de football. PSG Bastia, 3-partout. 2 buts de D'accord. Carlo Ancelotti, 2 buts de Johnny Rep. Et ça a concrétisé ta passion Ouais, pour le bah, football. à l'époque, si tu veux, quand tu étais mineur, tu pouvais être abonné en tribune Auteuil gratuitement. Tu avais un abonnement gratuit. Donc, je me suis abonné au Parc des Princes et donc j'allais suivre le PSG. Donc je suis évidemment devenu supporter puisque habitant Paris, j'imagine que si j'avais habité Auxerre, je serais devenu supporter d'Auxerre. Si j'avais habité Montpellier, je serais devenu supporter de Montpellier. Voilà, je suis ce que j'appellerais un supporter géographique. Alors Pierre, pour continuer, nous allons parler de ta carrière de journaliste sportif. Alors pour tes débuts, tu me coupes si je me trompe, mais tu es rentré comme pigiste à l'équipe à l'âge de 21 ans, C'est avant ça, avant d'en ressortir grand reporter à 42 ans. c'est Donc tu as ça. passé quand même un bon nombre d'années. Tu as toujours voulu devenir journaliste sportif ou c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure J'ai toujours voulu être dans le foot. Mhm. Il a été assez rapidement clair que je pourrais pas être joueur pro, hein, puisque en plus, quand tu te sectionnes le fémur à l'âge de 15 ans, t'es mort derrière. Puis j'étais déjà trop gros et même si j'avais des qualités hein, sur le terrain, un attaquant très adroit devant le but et très bon passeur. Mais bon, je n'aurais pas pu être pro et voilà. Et moi, je voulais être dans le foot, quoi. Et le journalisme, ça a été un moyen d'être dans le foot. J'ai jamais tiré un quelconque fait de gloire d'avoir une carte de presse. Et comment tu es rentré à l'équipe? Il me semble que c'est par rapport à une connaissance de ta mère, non? C'est ça qui travaillait dans... Ouais, c'était un ami de ma marraine qui était à l'époque directeur du personnel, qui m'a fait visiter le journal et puis je lui ai bien plu et puis il m'a trouvé un petit poste pour corriger les échos de troisième division dans France Football et puis voilà et puis petit à petit j'ai mis 10 ans à être titulaire hein, donc ça a été une école à la fois de patience et d'humiliation parce qu'il y avait un mec qui avait souhaité ma perte et qui ne l'a pas eu. Et voilà, quoi. Et je suis rentré, je sais plus quand est-ce que j'ai été titularisé à l'équipe. J'ai dû faire, sur les 21 ans, j'ai dû faire 12 ans titulaire. D'accord. 12 ou 13 ans. Et en juin 2005, tu as quitté l'équipe et tu es devenu, Mhm. enfin, t'es devenu dirigeant au Stade de Reims pour une toute petite année en tant que Mhm. chargé du développement, de la communication, du marketing. Euh, Mhm. Ça a duré qu'un an. Pourquoi ça a pas marché à l'époque? Alors, je suis arrivé au stade de Reims le 1er juin 2005. Et Mhm. en juillet 2005, M6 m'a proposé de participer à 100% foot.
donc j'ai demandé à mon club si ça posait un problème. Ils m'ont dit non. À l'époque, on était dans notre deuxième année en Ligue 2, donc il n'y avait pas de problème. Ça s'est très très mal passé à Reims parce que, comme je l'ai souvent dit, j'avais aucun pouvoir. Je suis arrivé dans ce club par un concours de circonstances assez invraisemblable et je n'y avais pas ma place. En plus, j'y suis arrivé avec l'étiquette de Parisien et voilà, je suis tombé sur une bourgeoisie désargentée de province qui n'a eu de cesse de me mettre de bâtons dans les roues parce qu'ils avaient tous peur que je leur pique leur place. Et voilà, et ça s'est très très mal passé, sachant que j'avais même pas de bureau, pas de ligne de téléphone, pas d'adresse mail, enfin j'avais rien. Oui, en gros, t'es arrivé là, c'était vraiment. Un chien dans un jeu de quilles, ouais, voilà. Comme dans la même, pendant la même année, on a donc commencé 100% foot en septembre 2005 et l'été 2006, il y a eu la Coupe du Monde où M6 avait les droits, donc on a fait les émissions, on a fait la finale à Berlin et tout, et on a vraiment évidemment fait des audiences extraordinaires. Donc, de toute façon, à la fin de cette année-là, il était impossible que je continue à la fois d'être à Reims et à M6. Et j'ai préféré rester à M6. De toute façon, on m'a pas laissé le choix puisque Reims ne voulait pas me garder. Donc, Mhm. voilà quoi. Et après 100% foot, du coup, tu as rejoint le Canal Football Club qui débutait sa deuxième saison, il me semble. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, mais tu as fait plusieurs années à 100% foot et après, tu as intégré Quatre le ans, Canal. 4 ans à M6 et l'émission était en... Bon, Estelle était partie, donc l'émission était vraiment sur la sellette. Et bon, elle existe toujours, mais de façon très très sporadique. Et j'ai été contacté par Canal, donc voilà. Tu étais un des chroniqueurs phares du Canal Football Club jusqu'à l'été 2021. Qu'est-ce que tu Ouais. retiens de ces nombreuses années à Canal+? Le fait d'avoir été un membre important de ce qui était à l'époque la chaîne du foot en France, qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Enfin, on- je dis ça, on ne sait pas encore ce que vont devenir les droits de la Ligue 1, Ouais. C'est toujours de pas la, décidé. Ouais. toujours pas décidé, et c'est pas quand même très bon signe. Donc voilà, oui, d'avoir été un membre important de ce qui était pour moi l'émission à l'époque numéro un du foot en France. Bon, ça s'est mal terminé pour des raisons qu'aujourd'hui encore je ne m'explique pas, mais voilà, quoi. Ça a été 11 ans importants de ma vie, oui, bien sûr. Et la télé te manque aujourd'hui? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Là, euh, parce qu'on m'a fait trop de mal, on m'a accusé de choses que je n'ai pas faites. Euh, J'attends encore que la justice me donne raison dans ce domaine. On m'a accusé de choses que je n'ai pas faites. On m'a traîné dans la boue. On m'a traité de violeur, de pédophile. Alors que même si tu te concentres uniquement sur ce qui m'est reproché, il m'est reproché d'avoir soulevé une jupe, quand même assez loin du viol. Euh, donc voilà, on m'a fait trop de mal. Ça a trop pesé sur ma santé, puisque en, en avril et en mai 2022, j'ai fait 3 semaines à l'hôpital parce que bah, voilà, mon corps a dit stop. C'était la conséquence d'une dépression assez longue qui m'a aussi poussé d'ailleurs à quitter Paris. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai trop souffert et puis trop de gens m'ont tourné le dos et aujourd'hui, il est hors de question que je fasse le moindre pas en avant pour retrouver un micro où que ce soit. J'ai ma chaîne YouTube, je vis à la boule, je suis tranquille. Je vais avoir 61 ans dans un mois, ça va, quoi. La messe est dite. Et tu as quand même eu des chaînes qui sont venues un peu vers toi pour revoir ou pas du tout? Pas une, Non? pas une, Non. Et dans tous les pas cas, une. je suppose que t'aurais décliné. Pas Ou forcément, ça non, dépend ce qu'on me propose, combien on me paye, parce que très franchement, je pourrais très bien être encore à Canal et vivre à la Baule, hein. Mhm. Prenez le train le dimanche matin pour être au CFC le dimanche soir.
restais le lundi pour enregistrer ma vidéo, partir de Nantes pour commenter les matchs si j'avais besoin ou s'ils avaient besoin de moi dans la semaine. C'était tout à fait envisageable, mais voilà, c'est plus le cas. Mais j'ai aucune rancœur à Canal, hein. Ils sont plutôt bien comportés. Ils ont été pris dans une cabale comme moi, hein, parce que moi je suis arrivé en même temps que Nicolas Hulot, PPDA, Richard Berry. Tout le monde m'a mis dans le même sac des violeurs, quoi. Alors que bon, encore une fois, moi ce qu'on me reproche, ce sont des pécadilles. Et voilà. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui ont fait leur fête de gloire de m'avoir cité dans un documentaire. 3 ans après, elle en parle encore. En même temps, c'est le seul truc qui lui permet d'exister médiatiquement. Donc, quelque part, je la comprends, hein. En 2017, tu as connu aussi une courte expérience dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Hmm. C'était, 22, j'en ai fait 22. ouais, après ça s'est arrêté. C'est Cyril qui a plus J'ai- fait appel à toi ou c'est toi qui as arrêté directement? Non, j'ai arrêté parce que à l'époque, j'avais une émission qui s'appelait 19h30 PM, Mhm. qui était à l'époque le seul talk show de foot où il y avait que des filles, ce qui est quand même savoureux pour un agresseur sexuel. Et en fait, cette émission ne marchait pas beaucoup. En même temps, je vois pas comment elle pouvait marcher à l'heure où elle était, placée où elle était, mais bon. Et à la fin de l'année calendaire, ils ont décidé de l'arrêter et de m'envoyer sur les terrains le vendredi soir, pour faire une petite émission avant les matchs du vendredi soir. Bon, tout ça, c'était quand même un an après ma greffe et j'avais quand même pas une autonomie physique extraordinaire. Je pouvais plus à la fois être 2 fois par semaine à TPMP, plus me déplacer le vendredi pour aller au stade, c'était trop pour moi. Et puis bon, très franchement, je ne me suis jamais senti à ma place à TPMP. Moi, avoir le cul sur un tabouret pendant 2 heures et quart pour parler 30 secondes, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Cyril avait fait des pieds et des mains pour que je vienne l'été précédent. Comme je l'aime beaucoup, j'ai dit oui, mais voilà, j'étais pas à ma place. Ouais, c'est pas un exercice qui t'a beaucoup plu non plus, quoi. Non, non. Alors, avant de parler de ta plateforme Pierrot le foot que tu as lancée sur YouTube, je voulais te poser une petite question par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es quand même suivi par plus de 2,5 millions d'abonnés sur X, anciennement Twitter. Je suppose que tu reçois de nombreux messages bienveillants, mais aussi de nombreux messages pas forcément bienveillants. Euh, Comment tu définirais, par exemple, le Twitter d'aujourd'hui à celui d'il y a 7, 8 ans? Euh, Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé sur les réseaux sociaux maintenant. Avant, il y avait quand même beaucoup plus de bienveillance, j'ai l'impression, que maintenant. Non, il n'y avait pas plus de bienveillance. C'est la société qui change. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est pas d'accord avec toi sur un sujet va immédiatement t'insulter. Et puis il y a des sujets qui sont évidemment sur le devant de l'actualité, comme le conflit israélo-palestinien, qui n'était pas d'actualité avant. Et voilà, c'est des sujets. L'autre jour, il y a très peu de temps, il y a un abruti qui s'est mis devant le portail d'Auschwitz avec un drapeau palestinien et un panneau. Et j'ai partagé la photo en mettant juste envie de vomir. Ce qui m'a valu un shitstorm, mais extraordinaire. C'est-à-dire tous les gens qui me disent et les enfants palestiniens morts, ça te donne pas envie de vomir. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi le rapport? C'est pas parce que tu vomis sur un connard que tu vomis pas sur le reste. Ou alors ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un commentaire sur quelque chose, il faut que je fasse un récapitulatif de tout ce que je pense du sujet. Et ça, c'est extrêmement fatigant, même si je trouve extrêmement choquant d'aller insulter la mémoire des Juifs exterminés pendant la Shoah, qui, par définition, s'ils ont été exterminés pendant la Shoah, ils étaient pas là au moment de la création de l'État d'Israël. Donc aller aujourd'hui, plus ou moins indirectement, leur faire le reproche de ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Le foot, c'est clivant. Moi, ce qui me fait rire, c'est dès que je fais un commentaire
pas positif sur un club, j'ai tout de suite, ah, de toute façon, tu n'aimes pas. Et à un moment donné, par exemple, j'ai trouvé que les Brestois commençaient à chouiner, avec Éric Roy en tête, commençaient à beaucoup chouiner sur l'arbitrage, sur le calendrier, et ça m'a saoulé, quoi. Et on m'a dit, ah bah t'aimes pas Brest. Je suis, bah non, j'aime pas Brest. Toute la famille de mon père est de Brest. Et j'ai passé toute mon enfance en vacances à Brest. Donc effectivement, j'aime pas Brest. Je pense qu'il y a plein de gens à Montpellier qui pensent que j'aime pas Montpellier. Dans tous J'y ai les pas. clubs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu n'aimes pas ce club. Ou... Ouais, ouais, a priori, il y a deux clubs que les gens pensent que j'aime, c'est le PSG et Strasbourg. Strasbourg, je ne le cache pas, le président du club est mon meilleur ami, il est comme un frère pour moi. Mais tant que Marc sera président de Strasbourg, j'aurai certainement je garderai toujours cette amitié pour ce club. Le jour où Marc y sera plus, ce sera peut-être pas pareil, mais puis PSG, comme je te l'ai dit au début de l'interview, voilà, c'est le club de mon enfance. Mais j'ai noté cette année un vrai détachement par rapport au PSG. J'ai pas, moi j'adorais Neymar, hein, malgré tous ses défauts, malgré toutes ses Mhm. blessures. Je pense que c'est de très loin le meilleur joueur qu'on ait jamais vu en France. Je parle du joueur, hein. Ouais, Pour ouais. moi, techniquement, au niveau de la fantaisie, c'était du niveau de Ronaldinho. C'était même supérieur à Zidane quand Zidane était en France. Parce que Zidane en France n'a pas eu la dimension qu'il a eu à la Juve, encore moins au Real. Et voilà. Et moi, franchement, mettre ma télé, voir un match du PSG quand il y a Neymar, c'était à chaque fois un plaisir. Et j'ai pris aucun plaisir à voir le PSG cette année. Je n'aime pas Luis Enrique, je n'aime pas le football qu'il préconise, j'aime pas la façon dont il traite Mbappé depuis 3 mois. Et voilà. Et je suis plus hypé, puisqu'on va employer un terme à la mode. Je suis plus hypé par le PSG comme j'ai pu l'être quelques années auparavant. Justement, avant de poursuivre, tu parles de Kylian Mbappé. Toi, qu'est-ce que tu penses de son probable départ au Real Madrid? Je pense qu'il est arrivé au PSG, il avait 18 ans, il y est resté 7 ans jusqu'à 25 ans. Je pense que c'est un cadeau. Alors évidemment, un cadeau qui est loin d'être gratuit, je suis bien d'accord là-dessus. Mais c'est un cadeau pour le foot français et la Ligue 1 d'avoir eu un joueur aussi fort et champion du monde pendant 7 ans. Je pense qu'on n'imagine pas, et que je pense que le PSG n'imagine pas le trou et le manque qu'il va laisser. Même si beaucoup me disent, ah bah oui, mais Mbappé, c'est que des stats. Bon, quand t'es attaquant, le nombre de buts que tu marques, c'est quand même important. Oui. On parle d'un mec qui est meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de la Coupe de France, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Quand tu vois la configuration de l'attaque du PSG sans lui, je sais pas qui va mettre les 28 et 8, 36 et 9, 45 buts qu'il a mis cette année. Bon courage, bon courage. Et malgré ça, il était quand même décrié et beaucoup critiqué en France. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui ne se rendaient pas compte de la chance qu'on avait d'avoir un joueur comme ça dans le championnat français et qu'on va Ouais, perdre après, je bientôt. trouve qu'il y a un phénomène avec lui, c'est que les médias saoulent avec Mbappé, quoi. Je veux dire, Mbappé était Mbappé. Donc, quand tu vois que la nana qu'il a peut-être, parce que c'est une interprétation de la vidéo, la nana qu'il a peut-être regardée a pris 80 000 abonnés sur Instagram, tu te rends compte de la folie c'est-à-dire que à la fois les gens disent ça nous saoule qu'on parle que de Mbappé, mais dès que tu parles d'Mbappé, ça fait vendre. Ouais, bah oui, c'est ça. Ça fait encore plus vendre quand tu lui chies dessus, comme certains, comme Mikou, Roustan, sur l'équipe TV en sont devenus spécialistes, parce que ça fait du buzz. Ça fait du buzz. C'est d'ailleurs à peu près pareil avec le PSG. Et quelque part, en France, le fait qu'il soit à Madrid et que les gens ne regardent pas tous ses matchs comme quand il était à Paris, ça va un petit peu lui faire des vacances. Alors, il va se prendre la presse espagnole à la place, hein, il sera pas forcément mieux. Mais le problème, c'est qu'Mbappé, aujourd'hui, en France, il a une importance qui est démesurée par rapport à un joueur de foot. Tu vois qu'il est invité à l'Élysée par Macron, qu'il a invité Macron, qu'il n'est pas venu à son dîner Son dîner d'adieu. de... Ouais. Voilà, on est dans un joueur qui dépasse de très très loin le cadre du football. Je ne sais pas ce qu'il fera après sa carrière, mais s'il fait de la politique, attention, hein, attention. Déjà qu'il parte au Real Madrid. Ouais, mais parce que là, il faut bien voir un truc, hein, c'est que Luis Enrique l'a détruit, hein.
Moi, je défends cette thèse voilà, on avait un mec qui, depuis 4 ans, jouait 90 minutes tous les matchs, même les matchs à la con, hein, quand tu vas jouer en Coupe de France à Orléans, Mbappé joue 90 minutes. Il annonce qu'il part et à partir de là, il joue pas, il rentre, il sort, il reste sur le banc, il est dans les tribunes. Enfin, voilà. Et t'as un mec qui a une habitude, un rythme, et je pense qu'il a perdu et rythme et confiance et que c'est très mauvais pour lui. Et je pense que c'est un des gros chantiers de Deschamps pour l'Euro, c'est d'avoir pendant les quelques semaines de préparation qu'avoir les Bleus, c'est de retaper Mbappé physiquement et psychologiquement. Mais attention, moi je dis que si Mbappé fait un grand Euro et que si Mbappé performe au Real Madrid, il faudra peut-être demander des comptes à Luis Enrique. Parce que, en plus, il y a une raison technique. On sait, tout le monde sait que les meilleurs ballons pour Mbappé, c'est la profondeur. Mhm. Je voudrais bien qu'on compte le nombre de ballons en profondeur que Mbappé a eu cette saison avec le PSG. Déjà, sur les deux matchs contre Dortmund, c'est pas compliqué, c'est zéro. Le dernier but qu'il a marqué, c'est sur une passe en profondeur. Enfin, c'est un dégagement de Tenas, le gardien. Mais voilà, il y a de la profondeur, il marque. Et là, je pense que Ancelotti sera suffisamment intelligent pour lui faire retrouver cette profondeur avec le Real. Je pense aussi, franchement, je suis un peu du même avis que toi par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport à Luis Enrique, par rapport à sa gestion de Mbappé. Je pense que vraiment Ancelotti au Real Madrid va faire ce qu'il faut pour le mettre dans les meilleures conditions. En Bah, plus, t'as un entraîneur qui veut être la star, c'est Luis Enrique. T'as un entraîneur qui a compris que la star, c'était les joueurs, c'est Ancelotti. mhm. Voilà. À la suite de ton départ de Canal+, tu as créé ta propre plateforme Pierrot le foot sur YouTube. Dès sa Mhm. création, tu as fait des interviews avec des personnalités, des acteurs du football, des politiques. Tu as d'autres idées que tu aimerais mettre en place dans les prochains mois dans Alors, ce... des politiques, j'en ai fait qu'une, c'est Oui, Éric Zemmour. c'est vrai qu'il y a eu que... Oui, c'est vrai. Alors, ça m'a été grandement reproché, mais il y a une explication très basique à ça. C'est que c'est le premier qui m'a dit oui. Je Donc, en fait, suppose. je voulais interviewer beaucoup de candidats à la présidentielle. J'avais déjà des accords. J'avais l'accord de Valérie Pécresse, notamment. Euh, Pour le moment où j'ai fait Éric Zemmour et la suite, j'ai été accusé d'avoir touché le sein d'une hôtesse au Parc des Princes. Et là, ça a brisé évidemment des politiques qui étaient en lice pour être président de la République, ne pouvaient plus se permettre de se montrer avec quelqu'un qui était accusé d'agression sexuelle. Voilà pourquoi je n'ai fait qu'Éric Zemmour. C'était pas là encore une fois, c'était pas la peine de m'insulter de tous les noms parce que j'avais donné la parole à un homme d'extrême droite. Mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand les gens commandent sans savoir la réalité des choses, c'est les choses qui arrivent. Et pour la suite, enfin pour la prochaine saison, par exemple, est-ce que tu as d'autres concepts en tête pour ton projet Pierrot le foot ou tu vas rester vraiment sur les concepts classiques que tu fais actuellement Je sais pas. À l'époque, je me déplaçais pour faire ces interviews parce que j'étais adossé à une plateforme. Cette plateforme qui a également arrêté de travailler avec moi suite à cette accusation du Parc des Princes. C'est-à-dire elle payait le gars qui venait avec moi, qui filmait, qui faisait le montage, le déplacement et tout. Moi, j'ai pas aujourd'hui les moyens d'assurer ça. Il faudrait que je fasse ce qu'on fait là. Il faudrait que je fasse des interviews comme ça. Euh, J'avouerai que mes compétences techniques sont assez limitées. Peut-être qu'un jour je ferai ça, je ferai peut-être des lives. Il faut voir si ça me rapporte quelque chose en termes d'abonnement. Je suis pas encore totalement décidé là-dedans. Tu sais, moi, je vois ça un petit peu comme une marque d'affection avec les gens qui m'aiment bien, de garder un lien avec les gens. Voilà, je note que cette chaîne fidélise de plus en plus du monde. Là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je l'ai créé, j'ai 55 000 abonnés. Voilà, je pense que d'ici la prochaine Coupe du Monde, je devrais être aux 100 000 abonnés. Et que 100 000 abonnés, c'est vachement bien sur YouTube. Ah oui, oui. Puis voilà, j'ai pas beaucoup plus d'ambition que ça.
D'autant plus que c'est déjà assez contraignant comme chaîne parce que ça m'oblige à regarder un maximum de matchs et je t'avouerai très franchement que si j'avais pas cette chaîne-là, il y a un paquet de matchs que je regarderais pas. Par exemple, j'ai pas regardé la finale hier soir, Atalanta-Leverkusen, j'avais pas envie. Mais, mais je sais pas si ça a un rapport avec mes soucis ou ma santé, mais j'ai plus la même appétence pour le foot que Il y a j'avais quelques avant. années, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors avant de passer à la dernière partie de l'interview dans laquelle on va rapidement parler de l'équipe de France et de l'Euro 2024, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la maladie qui a failli te coûter la vie il y a quelques années maintenant. Tu as souffert de la cirrhose Nash, appelée la maladie du soda, si je dis pas de bêtises. Donc une double greffe du rein et du foie t'a sauvé la vie fin 2016. Avec le recul Mhm. maintenant, 8 ans après, comment tu 7 ans. définirais cette période de ta vie? J'ai pas de souvenir de douleur. J'ai plutôt l'impression d'être une bougie qui était en train de s'éteindre. Tu vois, j'étais en train de mourir à petit feu. D'ailleurs, lorsque j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre, hein. Euh, voilà, j'étais en train de mourir, quoi, tout simplement. Et autant il y a des gens qui sont en train de mourir, ça se voit pas. Moi, ça se voyait. J'avais perdu pratiquement 30 kilos. Enfin, pas pratiquement 30 kilos. J'avais perdu entre le poids que j'ai fait au moment où je suis tombé malade et le poids le plus bas auquel je suis tombé, il y a 47 kilos, hein. Donc c'était une période difficile. Après l'opération, bon, faut savoir que je suis resté 5 mois sans marcher, donc il a fallu réapprendre à marcher. Ça aussi, c'était terrible. Et puis aujourd'hui, je paye les conséquences de la greffe, parce que la greffe, c'est pas anodin. Là, j'ai été opéré, j'avais un cancer de la peau, j'ai eu un problème des voies biliaires. Donc ça, c'était des opérations le 7 et le 21 mars dernier. Et l'éventration et l'occlusion, c'est aussi une conséquence de la greffe. C'est ma deuxième éventration depuis décembre 2016 où j'ai été, voilà, je suis un petit peu en sursis, quoi, tu vois. Il faut aussi appeler un chat, quoi. Ma santé aujourd'hui, les gens me voient de temps en temps, ils me disent, putain, Pierrot, il a un coup de vieux. Oui, oui, j'ai un coup de vieux, j'ai un vrai coup de vieux, quoi. Dans beaucoup d'interviews aussi, tu disais que sans ta femme et sans ta maman aussi, à l'époque, quand tu as été malade, t'aurais pas tenu. Et là, le fait Hmm. d'avoir beaucoup de pépins, comme tu le dis là, d'avoir beaucoup de problèmes de santé, comment tu le vis mentalement? Ah, si tu veux, aujourd'hui, n'ayant plus aucune ambition professionnelle, je suis concentré sur ma santé. C'est-à-dire que je suis extrêmement rigoureux à la fois dans la prise de mes traitements, mais dans mon suivi médical. Là, le 5 juin, je repars à Paris pour voir mon néphrologue. Voilà, je ne laisse rien au hasard parce que ma santé, c'est la chose la plus importante pour moi, parce que j'ai envie de vivre encore quelques années, de profiter de ma nouvelle maison, de profiter de la belle région dans laquelle je vis désormais. Et j'ai pas envie d'aller muser la santé, à faire des voyages pour aller me retrouver dans un studio, à parler de gens de foot avec des gens avec qui en plus j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Moi, je regarde pas l'équipe TV, l'after foot, je regarde pas tout ça, mais j'envoie des extraits sur Twitter et j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. J'ai pas envie de. j'ai- J'aime beaucoup humainement Jérôme Rotten, mais quand je vois ce qui sort dans son émission, j'ai pas envie de participer à ça parce que je vais m'énerver et c'est pas bon pour ma santé. Et voilà, et j'ai plus de force à consacrer à ça. Alors Pierre, pour terminer, on va parler rapidement de l'Euro 2024 et de l'équipe de France, l'Euro qui se déroule en Allemagne dans quelques semaines. Et je vais te poser des petites questions du tac au tac. Chacune de ces questions débute par selon toi. Alors la première, c'est selon toi, Alexandre Lacazette, qui a fait une très grosse deuxième partie de saison selon moi avec l'Olympique Lyonnais, méritait-il plus sa place dans l'équipe de France pour l'Euro que Randal Kolo Muani? Le problème de Colomani, c'est qu'il est beaucoup plus performant avec l'équipe de France qu'avec son club.
Il a l'avantage de pouvoir jouer et avant-centre et sur un côté, ce qui n'est pas le cas de Lacazette. On sait en plus que Deschamps n'aime pas Lacazette et que Lacazette n'aime pas Deschamps d'ailleurs. Donc c'est un peu un problème dans le vide. Moi, ce que j'espère, c'est qu'Alexandre fera les JO. Bah, ça serait mérité pour lui, surtout, parce que, surtout qu'il arrive en fin de carrière aussi. Donc là, au vu de la prestation qu'il a fait cette saison avec Lyon, ça serait amplement mérité de faire les JO. Selon toi, le retour d'N'Golo Kanté au sein du groupe France est-il justifié? Je pense que ça traduit les doutes de Didier Deschamps quant à son milieu de terrain. Bah, surtout qu'Aurélien Tchouameni pourrait être En plus, forfait en plus. très franchement, c'est pas pour la qualité des prestations de Tchouaméni en équipe de France, hein, que je trouve extraordinairement mièvre et très décevant par rapport au niveau auquel il pourrait ou devrait être supposé évoluer. Kamavinga, il est quand même à peine titulaire avec le Real pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'il c'est un élément d'expérience. Il a beaucoup joué, ce qui est déjà bien pour un joueur qui était très longtemps blessé. Maintenant, il a énormément joué. À quel niveau, avec qui, voilà, faudra voir. C'est un pari. Mais bon, il a la confiance de Deschamps et on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. Selon toi, quel joueur non sélectionné par Didier Deschamps aurait mérité sa place dans ce groupe France? Moi, j'en vois deux, Mohamed Simakan en défense et Mhm. Michael Olise en Ouais. attaque. Michael Olise qui fait vraiment une grosse saison aussi en Angleterre. Ouais, et qui va peut-être même finalement accepter d'être international anglais, ce qui serait une erreur vertigineuse de la part du football français. Après, malheureusement, à sa place, ça peut se comprendre aussi. S'il sait qu'il a une Voilà. place. Après, si Coman vient finalement à être forfait, peut-être que Deschamps l'appellera, j'en sais rien. Alors, selon toi, quel sera le 11 type de cette équipe de France pour l'Euro? Un Maignan s'il est entier dans les buts. Malheureusement, Koundé à droite. Ah, mais à droite, Mais malheureusement, c'est un peu compliqué, quoi. Fait... c'est pour ça que je voulais Kessie Macan. Ou Malo Ou Gusto, Malo tu vois. Gusto, ouais. Ouais. Là. Bon, ben, machin. Alors, en défense, a priori, la charnière dans l'esprit de Deschamps, c'est Konaté ou pas Mécano, mais je ne sais pas du tout si les deux sont en état de jouer en ce moment, mais ça pourrait très bien être Pavard-Saliba. À gauche, Théo Hernandez, mais attention à Ferland Mendy. Mhm. Au milieu, Rabiot, Camavinga, Griezmann, et en attaque, Dembélé, Giroud, Mbappé. Ok, classique pour l'attaque. Après, au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, plus sur le banc. Non, ouais, Ouais, il a fait une très très belle première partie de saison, moins la deuxième, quoi. ouais, ouais. Et pour finir, selon toi, la France, pardon, peut-elle aller chercher le titre en Allemagne? Je pense qu'il y a des équipes qui sont meilleures, le Portugal, l'Angleterre. Après, on sait que l'équipe de France arrive toujours à se sublimer. Il reste quand même sur un très mauvais souvenir à l'Euro, hein. Le dernier avait été vraiment très très médiocre. Se faire éliminer au tir au but par la Suisse, c'est quand même pas reluisant. On se retrouve quand même dans une compète où Mbappé est à 0 but, ce qui est quand même assez étonnant. Lui qui en a déjà mis 12 en Coupe du Monde, en deux Coupes du Monde, il en a mis zéro en un Euro. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de se rattraper. Et moi j'aimerais beaucoup que Mbappé fasse un grand Euro pour fermer la bouche à tous ceux qui pompent le dard à Luis Enrique et sur sa soi-disant gestion exceptionnelle du PSG. Je suis pas du tout d'accord avec ça. De toute façon, j'aime pas cet entraîneur. J'aime pas le football qu'il préconise. J'aime pas son attitude. Après aussi, ça. À voir aussi la saison prochaine, maintenant qu'il n'y aura plus Mbappé, c'est là aussi qu'on verra s'il a vraiment une bonne gestion du PSG ou pas et de son effectif. Bon courage. Encore une fois, bon courage. Alors Pierre, avant de terminer, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités en fin d'interview. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Bah, complète et documentée parce que c'est vrai que tu m'as cité des choses sur ma vie qui étaient que pas grand monde, enfin pas grand monde. Il suffit de faire des recherches sur Internet, mais je pense que tu as bien bossé ton sujet et que voilà.
les questions étaient bonnes. En même temps, je pense que je suis un bon invité parce que je réponds de façon franche et ouverte à tous les sujets. Mais voilà, oui, c'était un moment agréable. Tu sais, des interviews, j'en ai donné énormément, hein, notamment au moment de la sortie de mon livre sur ma maladie. Mhm. Maintenant, j'en donne beaucoup moins. Euh, D'abord parce que j'ai moins de demandes et puis parce que j'ai moins envie. Mais c'était un moment agréable. Merci pour ça. Eh ben, merci surtout à toi, Pierre, d'avoir accepté de faire cette petite interview en ma compagnie. Moi, ça me fait très plaisir. Ça me tenait à cœur. Et voilà, ben, du coup, je suis vraiment très heureux d'avoir pu la faire avec toi. Et comme tu le dis, t'es un bon invité. Je te remercie beaucoup, Pierre, pour cette interview et à très bientôt. Merci, salut. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.